Le thème de la table ronde de cette année est « Transformons notre pays ». Et cette transformation a besoin de chacun et de chacune de nous, car le changement ne viendra pas des centres des pouvoirs seulement, mais surtout de la périphérie de la société civile, à savoir de vous et de moi, qui demanderont des changements dans notre culture où la violence envers les femmes et les filles continue d'exister. La vraie transformation implique un changement fondamental dans la manière dont nous pensons et agissons dans nos relations. La transformation remet en question les notions passées de sens de la vie et des systèmes de valeurs traditionnels. Comme vous le savez, la campagne Ruban Blanc vise surtout la mobilisation et l'engagement des hommes. On nous pose souvent la question « Pourquoi poussez-vous les hommes de se mettre au front ?» Nous sommes convaincus que les hommes qui n'exercent pas la violence, qui vivent en harmonie avec les femmes et qui représentent la plus grande majorité dans notre pays peuvent être des modèles pour ces hommes qui recourent encore à la violence dans leurs relations de couple. Après toutes ces années de géopolitique et de politique internationale, pendant près de 4 décennies, j'ai appris à la fois à être optimiste et pessimiste. Et comme disait Shimon Peres, la différence entre un optimiste et un pessimiste, c'est qu'en gros, ils vivent la même journée, mais l'optimisme a l'impression d'avoir été heureux. En tant qu'ambassadeur de la campagne Ruban Blanc, je me suis engagé à ne pas commettre, tolérer, ni rester silencieux face à tout acte de violence contre les femmes et les filles. Voilà mon engagement. En Suisse, une femme sur 5 est victime de violences physico-sexuelles dans le cadre d'une relation. Dans le monde, c'est une femme sur 3. En Afrique, c'est une femme sur 2. En Suisse, les cas de violences domestiques concernent 76% de cas d'hommes en tant qu'auteurs et 24% de femmes en tant qu'auteurs. En Suisse, une femme sur 10 vit dans un contexte de violence domestique. Et plus d'une femme est tuée toutes les 2 semaines pour les mêmes raisons. Comme le dit l'un de nos slogans dans la campagne Ruban Blanc, ces chiffres doivent changer. Moi, j'ajouterais que ces chiffres sont inadmissibles aujourd'hui. Lors d'un très récent congrès à Berne, le 22 novembre, le Bureau fédéral de l'égalité a hélas confirmé, et je cite, que la violence domestique est largement répandue en Suisse et que sur 9195 inculpations en 2015, les 4/5 concernaient des hommes. La campagne Ruban Blanc suisse a mis au point une série d'outils permettant de saisir le problème qui nous préoccupe à bras-le-corps, si j'ose dire. Ces responsables ont mis au point un guide éducatif et pratique pour les écoles et ont écrit à toutes les écoles secondaires de Suisse romande pour les encourager à aborder ce thème à l'école. En effet, c'est déjà tout jeune que se mettent en place les réflexes sexistes sur lesquels se construisent chez certains, plus tard, les attitudes conduisant un jour à la violence. Notamment la campagne de 16 jours d'activisme dans le domaine de la violence contre les femmes, allant du 25 novembre au 10 décembre de chaque année. Ce que je voudrais savoir, c'est si, au fil de ces dernières années, ces chiffres et ce constat se sont aggravés ou pas. En 2009, on était à environ 16 000 délits de violence domestique. On voit qu'entre 2009 et 2014, la courbe, elle ne descend pas fondamentalement, elle descend un tout petit peu vers 2011, puis elle remonte de nouveau pour atteindre, en 2015, 18 000, 19 000. Donc il n'y a pas une diminution
de chiffres. Statistiquement, on peut malheureusement déduire que ça ne s'arrange pas. En tout cas, de toute façon, je crois que tout le monde est d'accord sur le fait que ce sont des chiffres qui ne sont pas acceptables dans un pays civilisé, dans une grande démocratie, dans un pays qui dispose justement de moyens institutionnels au niveau de la justice ou au niveau de la police. Chacun des ambassadeurs ici présents, dans son domaine de spécialisation, de spécificité, nous donne un petit peu un point de vue sur l'état des lieux et sur la progression ou la non-progression peut-être des sensibilisations. Alors Monsieur Jaffé, vous en tant que psychothérapeute, psychologue, est-ce que vous voyez dans votre domaine, d'une part, le constat dont nous venons de parler, deuxièmement, une amélioration ou une dégradation de ce que vous voyez, et est-ce que vous êtes relativement optimiste pour l'avenir dans cette idée vers 2030, d'éliminer toute forme de violence physique faite aux femmes, ou est-ce qu'après tout, disons-le, c'est un but qui n'est pas accessible dans l'immédiat? Je suis extrêmement fier d'être un ambassadeur ruban blanc. La première chose que j'aimerais partager, c'est qu'au fond, je pense que la situation, comme vous dites, ne s'améliore pas. Et je vis cette période avec une certaine angoisse. Je crois que la violence à l'égard des personnes qui ne sont pas des hommes s'aggrave dans notre société et dans les sociétés à travers le monde, et ceci est dû à de multiples facteurs, même si paradoxalement on a pris plus conscience de ce phénomène et on en parle plus, et il y a un certain nombre de prises de position contre la violence faite à quiconque, les enfants et les femmes en particulier. Je suis pessimiste pour une raison toute simple. J'élimine toute considération idéologique. On se rend compte qu'au fond, les petits progrès qu'on a faits ces dernières années étaient tellement fragiles. Vous l'avez pas mentionné, mais une grande avancée en Europe sur le plan légal était la signature de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. C'était un moment de grande avancée des pays européens qui ont trouvé un consensus pour légiférer et nommer les priorités pour réduire la violence faite aux femmes. Et finalement, on est au stade où on fait 2 pas en arrière. Je suis aussi un petit peu pessimiste aussi pour une autre raison, c'est quand je discute avec des jeunes femmes, et j'ai beaucoup de jeunes femmes comme étudiantes, et je me rends compte que leur quotidien ne correspond pas du tout au mien. Lorsqu'une femme sort de chez elle le matin, et une femme de tous âges, je pense pas que c'est lié simplement à la jeunesse, mais des femmes mûres également, lorsqu'elle sort de chez elle et elle emprunte l'espace public, et elle va de chez elle au travail, elle va rencontrer des hommes qui essayent de la charmer. Il y aura des ouvriers qui la siffleront. Il y aura le chauffeur un peu babouin qui abaissera la fenêtre et qui fera un commentaire sur sa morphologie. Il y aura le sale type un peu voyeur qui, de manière un peu indirecte, va la scruter. Il y aura les pans narcissiques qui se promènent devant elle en espérant attirer ses faveurs. Il y aura les imbéciles lourdeaux qui feront des commentaires « Viens chez moi, viens boire un verre, tout ce que vous voulez ». Il y aura des imbéciles alcoolisés qui vont l'aborder même physiquement. Il y aura les vieux dégueulasses. Il y aura les stalkers un peu prédateurs. Il y aura les harceleurs. Il y aura le collant. Et ces jeunes femmes avec lesquelles je discute, c'est pas quotidien, mais c'est fréquent ce qu'elles vivent. Et rien n'a changé. C'est exactement le même vécu des femmes il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans. Voilà. Professeur, je peux pas vous laisser conclure sur cette note entièrement pessimiste, et je pense que la description que vous venez de nous faire est assez dramatique en soi. Je reviens juste sur le premier point de votre exposé en ce qui concerne le modèle. Effectivement, je pense que tout le monde ici peut être d'accord, si mauvais modèle il y a, eh bien mauvaise idée circule, ça semble évident, et c'est presque, si j'ose dire, un blanc-seing, un certain nombre de violences faites aux femmes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir de bons
modèle. Ça a été déjà dit, je pense qu'il y a heureusement une majorité d'hommes qui ont le plus grand respect pour les femmes et qui ont à cœur leur dignité dans la complémentarité de notre existence sociale. Je pense que l'élément principal qui permettra d'évoluer positivement sera que ces hommes deviendront des féministes convaincus et qu'ils joigneront leurs forces avec les femmes elles-mêmes pour débusquer, écarter, bannir les hommes qui s'engagent dans la vie politique et qui sont en vue sur le plan professionnel. C'est à nous de faire le ménage de manière humaniste, parce que on souscrit à une certaine forme de vécu, de Gemeinschaftsgefühl, de sentiment social dans notre société. Nous voulons vivre en harmonie et on doit joindre les forces. Et voilà. Alors tout d'abord, je le verrai et je le prône de manière beaucoup plus optimiste néanmoins. Peut-être que je le suis moins de nature et donc j'essaye aussi de le voir sous cet angle-là. Néanmoins, si je suis moins personnel et plus dans l'ensemble qui peut être représentatif de ma profession, je dirais que le pire pour nous, outre les grands clichés que vous connaissez, on ne va pas s'étendre là-dessus, des violences physiques et des choses épouvantables qu'on peut rencontrer dans les salles d'urgence, que ce soit jour et même évidemment plutôt la nuit. Pour nous, presque le pire de la violence, c'est le silence. Et le silence, c'est à quoi les filles, jeunes filles, femmes ont été sans doute habituées, voire forcées, ou en tout cas il y a peu de promotion à la parole depuis certainement très longtemps. Et là où je suis optimiste, c'est que justement, je crois que cette possibilité de parler s'améliore quand même. Si je vois sur les 30 ans de ma pratique, depuis que je suis en pratique professionnelle, on voit quand même une grande différence. La violence physique est effroyable. La violence morale par l'obligation du silence est insupportable. J'ai une question vraiment fondamentale. À partir de quel âge, eh bien, à partir de quel moment on leur apprend qu'on ne tient pas de propos sexistes? J'avoue n'avoir été guère surpris de constater que dans les cadres de l'école, je pense aux directeurs et directrices, à la surprise générale, alors que nous avons une profession des enseignants qui est majoritairement féminine, pour des raisons que j'ignore, mais sans doute à ça a-t-elle quelque explication, la proportion est exactement inverse dans les cadres, puisqu'on a beaucoup plus de directeurs messieurs que de directeurs dames. Je parle que des degrés d'enseignement qui me concernent, et en l'occurrence du secondaire 1, c'est un courant contre lequel nous tentons de lutter, et nous essayons, avec un certain succès, de mettre en place des directrices. Et la qualité d'action de ces femmes est remarquable, je la salue au passage. Ça, c'est un aspect un peu plus positif. Vous retrouvez le gruyérien. Un aspect un peu moitié-moitié, on mélange la fondue, hein, un aspect un peu plus sombre peut-être. La question, il a été fait référence par divers préopinants, la question des modalités que peuvent prendre, des formes que peuvent prendre aujourd'hui la question des violences et des violences faites aux femmes. Et on a évoqué la question, et j'y reviendrai peut-être plus tard sur les mesures, avant de répondre à votre question sur l'âge, la question de la tempête, excusez cette image hormonale qui habite en particulier les préadolescents ou adolescents dont on s'occupe, est mise en rapport avec la facilité d'accès aux supports qui sont ceux qui nous permettent d'avoir le privilège, par exemple, d'avoir M. Jaffé en face de nous, ou presque, fait qu'on voit apparaître, et ça n'est guère rassurant, des formes d'expression qui sont facilitées sans conscience réelle de leurs conséquences, de leur portée. On peut donner quelques exemples de ce que nous tentons de faire aujourd'hui. Un exemple vient à l'esprit.
nous organisons avec l'Ordre des avocats de Genève, et je leur en suis extrêmement reconnaissant, dans le cadre des avocats de la cité, des interventions d'avocats qui vont jouer des jeux de rôle avec des élèves de classe de 11e année, ils sont un peu plus grands, on commence plus tôt, vous le verrez, et une des thématiques qui est systématiquement retenue, c'est la question d'un harcèlement d'un élève à un élève, avec de la violence exprimée de façon extrêmement forte au plan verbal, voire avec une imagerie qui est assez peu adéquate, et les élèves sont confrontés dans des rôles qui leur sont attribués de victimes, de harceleurs, de juges, d'avocats, sont confrontés à prendre conscience de ce que ça signifie qu'un acte aussi banal que de porter un propos injurieux, raciste, sexiste, que sais-je, sur un camarade, sur une camarade. Donc, dans ce sens-là, et face à ces moyens qui nous inquiètent par leur généralisation, par l'accès extraordinaire qu'ils offrent à nos élèves et par le défi qu'ils posent à l'institution scolaire, comme aux parents, naturellement, qui sont en face de nous, mais ces moyens-là nous inquiètent. Il me semble, néanmoins, que le propos que j'entends ici a une vertu, l'optimiste reprend le dessus, a une vertu, c'est celui de la cohérence. On est devant un constat partagé d'une forme, en tout cas pas de baisse, de stabilisation, voire d'augmentation. On a des inquiétudes qui convergent avec les différents représentants des différents acteurs de cette société. Et c'est sur cette note, avant de répondre à l'âge de 4 ans, comme ça vous avez une première indication, c'est sur cette note-là que je termine. L'institution scolaire n'a pas l'intention de baisser les bras devant le résultat des urnes de certains grands pays et nous sommes capables d'entrer, face à ces mouvements de violence, en résistance. Je pense que 2030, je veux dire, personne ne s'attache à la date précisément, c'est un moyen de fixer cet objectif. Qu'est-ce qu'on fait pour sensibiliser le reste de la société ? Le contexte contradictoire dans lequel vivent des jeunes et des enfants est terrible. D'un côté, on constate qu'en 2015, 13% des personnes lésées étaient des mineurs dans les violences. Et puis, dans 50 à 60% des interventions de la police, donc en cas des enfants sont présents. Et donc 40% de ces enfants ont moins de 7 ans. Donc ils vivent une réalité terrible à domicile, dans un environnement familial. Et puis de l'autre côté, on fait des efforts terribles pour, comme vous disiez tout à l'heure, qu'à partir de quel âge on peut les informer, etc. Certainement, l'école a un rôle incommensurable à jouer sur ce plan-là. Mais l'école, même si, et je sais, Monsieur Colli, excusez-moi si je porte ce jugement sur l'école, même si c'est une très belle prison dans laquelle les enfants sont captifs le plus clair de leur temps éveillé, ils subissent beaucoup d'autres influences qui sont extrêmement fortes, voire plus fortes parce que plus ludiques, plus sournoises, parce que commercialement conçues, et finalement élever un enfant dans notre société, même pour des parents raisonnables qui veulent faire le mieux possible et ont des alliés de taille à l'école, c'est pas gagné. Et on trouve plein de jeunes gens qui ont grandi dans des familles tout à fait bien, ont été à l'école avec des enseignants tout à fait adéquats et même plein d'inspirants. Et puis à l'âge adulte, ils répondent au détour d'un questionnaire anonyme adressé à des étudiants que oui, ça leur est arrivé d'avoir tenté un viol sur une jeune femme lorsque celle-ci ne voulait pas coopérer à une relation sexuelle. Et c'est tout à fait surprenant, mais il y a quelques pourcentages de jeunes gens à l'université, masculins, pour qui c'est pas un problème. Et voilà, donc les contradictions, on les retrouve bien plus tard également, et je suis toujours étonné de penser que vous prenez 50 hommes dans une pièce, vous allez trouver quand même 1, 2 qui ont vraiment fait des tentatives tout à fait répréhensibles sur des femmes, et comme vous prenez 50 femmes dans une pièce, vous trouverez 2 victimes d'abus sexuels, voire 3, voire 4, selon comment vous définissez les abus sexuels.
nous voyons beaucoup plus de choses. Hein. Alors, la violence domestique est un autre élément, plus la traite des êtres humains, la prostitution. Tous ces éléments-là, tous ces phénomènes-là nous arrivent quotidiennement au sein de la Fondation, qui travaille sur ce thème-là depuis des décennies, mais sous la forme de Fondation Cœur des Grottes depuis 10 ans. Ce que l'on peut dire, alors je vais être pessimiste, c'est que depuis 10 ans, la demande ne tarit pas, au contraire, c'est-à-dire que nous avons toujours autant, si ce n'est plus, de femmes qui viennent frapper à notre porte pour pouvoir trouver une solution à court, moyen ou long terme. Je vais être un peu plus optimiste en disant que depuis quelques années, il y a un travail beaucoup plus important qui se fait en collaboration avec les autorités, notamment avec les autorités cantonales, municipales, mais cantonales, qui nous amènent un excellent soutien, notamment pour ce qui est de la traite des êtres humains, qui est un phénomène qui a pris beaucoup d'importance dans ces dernières années, qui existait sans doute, mais qui se révèle beaucoup plus à l'heure actuelle. Donc, nous avons actuellement, nous sommes face à un phénomène qui ne se tarit pas, qui ne diminue pas, mais on a l'impression qu'une prise de conscience, en tout cas des autorités, se fait jour. Et ça, c'est très important, notamment pour la population, pour qu'il y ait des campagnes, comme on a vu dernièrement cette campagne qui a fleuri à Genève, de sensibilisation. Et je crois que c'est un travail de très longue haleine, parce que on doit toucher beaucoup plus de monde que les 30 personnes qui sont là ce soir. Il y a tout court des progrès de ce côté-là. Je disais aussi que, vu qu'il y a aussi peut-être une proportion plus importante de femmes, il y a aussi peut-être une sensibilité accrue dans ce côté-là, mais en tout cas, c'est des formations continues, c'est pas encore officialisé, je dirais, pour les étudiants, mais ce qu'on appelle dans le post-gradué, c'est-à-dire ceux qui pratiquent en ambulatoire. De plus en plus, il y a des formations qui s'occupent de ces difficultés-là, et donc d'arriver à débusquer les souffrances liées à ces violences. J'espère bien qu'en 2030, on n'aura pas à faire une table ronde peut-être sur ces problèmes, parce que peut-être ces problèmes ne se poseront plus. En tout cas, espérons-le. Madame Paderon, vous avez le mot de la fin. Pourquoi pas mettre sur le Place des Nations un immense ruban blanc, comme quelqu'un nous a offert, 2 statues comme ça. On les porte avec nous dans les événements, dans les foires, par exemple, au Paléo, etc. Pourquoi pas créer une grande, comme la chaise, pour la Place des Nations, où les gens peuvent laisser des messages, etc. Et de dire, d'ici 2030, elle sera enlevée. Aidez-nous de faire le disparaître. Bien. Je partage ça parce que tout est possible. Je crois à le futur. Je suis positive dans mon approche. Et je veux cette Suisse qui brille dans le monde. Comme quoi nous avons quand même drastiquement réduit, mais aussi éliminé la violence envers les femmes et les filles d'ici 2030. Il faut qu'on arrive. C'est possible. Et il y a tellement des exemples extraordinaires. Merci beaucoup. Merci à vous, merci d'avoir conclu sur cette note optimiste.